wir Selbstmusterung halten und abstoßen, was sich als schlecht erwiesen hat. Und deshalb innerlich nicht zu uns gehört. Tout l'Holocauste du point de vue allemand, documentaire. En novembre 1918, l'Empire allemand s'effondre et le Kaiser Guillaume II abdique le trône. Le nouveau gouvernement signe l'armistice tandis que l'armée rentre vaincue. Des mois plus tard, le traité de Versailles impose des pertes territoriales, des limitations militaires et des réparations économiques. Dans ce climat commence à se diffuser une explication qui gagne en force. L'armée n'a pas été vaincue au front, mais trahie de l'intérieur. Cette accusation, connue comme le coup de poignard dans le dos, devient un argument politique. Au cours de cette même période apparaissent des organisations nationalistes qui combinent antisémitisme, rejet de la République de Weimar et théorie raciale. Parmi elles se distingue la société Thulé, qui influence l'environnement politique de Munich. Ce discours commença à s'intégrer dans des structures politiques concrètes. La politique ne se limita plus au Parlement, mais s'orienta vers la redéfinition de qui appartenait à la nation et qui en était exclu. Une vision de l'État commença à se former, utilisant les lois, la police, l'administration et la propagande pour appliquer une idée raciale. Comment cette structure étatique a-t-elle fini par organiser l'assassinat systématique de 6 millions de Juifs en Europe? En janvier 1919 est créé le Deutsche Arbeiterpartei, le parti ouvrier allemand. En septembre de cette même année, Adolf Hitler assiste à l'une de ses réunions comme informateur de l'armée. Peu après, il intègre le parti. En février 1920 est présenté le programme en 25 points. Ce document exige l'union de tous les Allemands dans un seul État, la révision du traité de Versailles et l'exclusion des Juifs de la citoyenneté allemande. Cette même année, le mouvement adopte le nom de Parti national-socialiste ouvrier allemand, NSDAP. Dès lors, l'acronyme commence à figurer sur des affiches et des pamphlets, tandis que la croix gammée devient son emblème et les brasseries de Bavière le cadre habituel de ses actes publics. Parallèlement agissent les Freikorps, unités paramilitaires formées par d'anciens combattants. Parmi eux se trouve le Freikorps Epp, actif en Bavière. Ces groupes combattent des soulèvements communistes et participent à des affrontements de rue. Ils n'étaient pas un groupe idéologiquement homogène, mais contribuèrent à normaliser la violence politique dans la vie publique allemande. Ce climat marque les premières années de la République. En mars 1920 a lieu le putsch de Kapp, une tentative de coup d'État contre le gouvernement. Bien qu'il échoue, il met en évidence la fragilité institutionnelle. Dans cet environnement, le NSDAP renforce son discours nationaliste et antisémite. En novembre 1923, Hitler et d'autres dirigeants tentent de prendre le pouvoir à Munich lors du putsch de la brasserie. La tentative échoue, en partie par manque de soutien décisif de l'armée régulière, et plusieurs participants sont arrêtés. Hitler est condamné et purge une partie de sa peine à la prison de Landsberg. Durant cet emprisonnement, il rédige le texte qui sera plus tard publié sous le titre « Mein Kampf », où il expose sa vision du monde, l'idée d'une communauté nationale unifiée et sa conception raciale de la politique. Après sa libération en 1924, le parti se réorganise. L'idée d'un coup immédiat est abandonnée et la voie électorale est adoptée. Le NSDAP établit des divisions régionales appelées Gau, chacune dirigée par un Gauleiter. Une hiérarchie interne se consolide et le réseau de propagande s'étend. En 1925 est créée formellement la Schutzstaffel, connue sous le nom de SS. Au début, elle fonctionne comme unité de protection personnelle de Hitler au sein du parti et reste subordonnée au SA pendant ses premières années. Parallèlement continue d'agir la Sturmabteilung, les SA, organisations paramilitaires qui participent à des actes publics et à des affrontements avec des adversaires politiques. Durant la seconde moitié de la décennie 1920, l'économie allemande connaît une certaine stabilité, mais la base idéologique du parti ne disparaît pas. La propagande insiste sur l'idée d'une communauté nationale homogène, la Volksgemeinschaft, définie par des critères raciaux et culturels. En octobre 1929 commence la crise économique mondiale. Le chômage augmente rapidement et le système parlementaire perd du soutien. Vers 1932, il dépasse les 6 millions de personnes sans travail. Entre 1930 et 1932, le NSDAP accroît de manière significative son soutien électoral.
En septembre 1930, il devient l'une des principales forces politiques du Reichstag. En janvier 1933, après des négociations entre dirigeants conservateurs et leaders du NSDAP, Adolf Hitler est nommé chancelier du Reich par le président Paul von Hindenburg dans le cadre constitutionnel de la République de Weimar. Le parti qui avait commencé comme un petit mouvement à Munich passe à diriger le gouvernement allemand. En quelques semaines, le nouveau gouvernement commença à transformer la violence de rue et la pression politique en décisions officielles de l'État. Les arrestations massives de communistes et de sociaux-démocrates en mars et avril de cette année atteignirent environ 10 000 personnes, rien qu'en Bavière, tandis que la soi-disant détention protectrice doublait avant juin. La répression ne se limita pas aux dirigeants visibles. Elle augmenta aussi à partir de dénonciations de voisins et de collègues de travail, au point que même la police en vint à critiquer l'avalanche d'accusations. Le 22 mars 1933 fut ouvert le premier camp de concentration permanent du régime à Dachau, installé dans une ancienne fabrique de poudre près de Munich. Heinrich Himmler annonça publiquement sa création et indiqua qu'il commencerait avec 200 prisonniers et une capacité de 5 000. Ce n'était pas une prison ordinaire. Il naquit comme un outil politique pour enfermer communistes et opposants. À cette étape, Dachau ne fonctionnait pas comme centre d'extermination, mais comme camp de concentration destiné principalement aux opposants politiques du nouveau régime et faisait partie du premier processus de consolidation du pouvoir. Pendant ce temps, Hermann Göring impulsa des arrestations en Prusse et créa des camps sous contrôle de la Gestapo, tandis que dans différents territoires apparaissaient des lieux similaires impulsés par des dirigeants locaux des SA. Göring élimina ces centres non autorisés et renforça la compétition pour le contrôle de ce nouvel instrument de pouvoir. À Munich, Himmler organisa sa propre Gestapo et plaça Dachau sous le commandement de Theodor Eicke. Avec le temps, le réseau de camps resta sous son contrôle. Tandis que l'appareil répressif s'organisait, le gouvernement commença à s'immiscer dans la vie civile. En mars 1933, la ville de Cologne interdit aux Juifs l'usage des installations sportives municipales. Ce même mois furent discutées des exceptions dans l'expulsion des Juifs de la fonction publique, sujet que le président Paul von Hindenburg souleva auprès du nouveau chancelier. Hitler répondit en utilisant des arguments sur une supposée inondation juive dans les postes d'État et parla de nettoyer les fonctions sensibles pour l'État. Le discours ne se limitait plus à la propagande partisane. Il devenait la base de décrets. Durant les premiers mois de 1933 furent adoptées des lois qui expulsaient les Juifs de la fonction publique et de professions comme le droit ou la médecine. Cependant, le tournant décisif arriva en septembre 1935 durant le congrès du parti à Nuremberg. Le 15 septembre, le Reichstag se réunit dans cette ville et Hitler présenta 3 lois, parmi lesquelles la loi sur la citoyenneté du Reich et la loi pour la protection du sang et de l'honneur allemand. La loi sur la citoyenneté établissait une distinction entre citoyens du Reich, avec des droits politiques pleins, et sujets, catégorie dans laquelle restaient ceux qui n'étaient pas considérés de sang allemand ou apparentés. La rédaction de ces lois fut chaotique et accélérée. Des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur travaillèrent durant la nuit pour rédiger les textes, utilisant même des cartes de menu lorsqu'ils manquèrent de papier. La loi sur le sang interdit les mariages et les relations sexuelles entre juifs et citoyens de sang allemand ou apparentés et interdit aux juifs d'employer des femmes allemandes de moins de 45 ans dans leur foyer. Le texte définitif considéra comme juive toute personne ayant au moins 3 grands-parents juifs et fixa des critères pour classer ceux qui avaient 2 grands-parents juifs selon leur religion ou leur mariage. Wilhelm Stuckart et Bernhard Lösener jouèrent un rôle central dans l'élaboration des définitions. Lösener refusa d'assimiler automatiquement tous les dits demi-juifs aux juifs complets et proposa des critères liés à la religion et au mariage, proposition qui fut incorporée dans la première ordonnance complémentaire du 14 novembre 1935. La bureaucratie créa ainsi un système de classification qui affecta la vie quotidienne: certificat d'ascendance, enquête généalogique et expulsion du service public et de l'armée. Même de hauts officiers durent présenter des arbres généalogiques détaillés pour démontrer leur pureté raciale. Après les lois de septembre s'ajoutèrent de nouvelles mesures. La loi pour la protection de la santé héréditaire du peuple allemand, approuvée le 18 octobre 1935, exigeait des certificats d'aptitude raciale pour contracter mariage et élargissait la surveillance sur les personnes considérées étrangères ou de moindre valeur selon les critères du régime.
Démontrer que l'on n'avait pas d'origine juive, ni que l'on appartenait à des groupes classés comme inférieurs, devint indispensable pour mener une vie considérée normale à l'intérieur du Reich. À partir de 1937 et 1938, la pression économique augmenta. La dite arianisation impliqua la cession forcée d'entreprises juives à des propriétaires allemands. Lorsque les firmes passaient à de nouveaux propriétaires, le personnel était également arianisé et licencié. La composition de la communauté juive changea de manière notable. Dans l'Ancien Reich, le pourcentage de personnes juives de plus de 40 ans passa de 47,7% en 1933 à 73,7% en 1939. L'émigration avait absorbé principalement les plus jeunes, laissant une population vieillissante et avec une proportion plus élevée de femmes. Le décret du 29 mars 1938 retira aux institutions d'aide juive les exemptions fiscales et le 19 novembre de cette même année, les Juifs furent formellement exclus de l'assistance publique. En décembre, il fut ordonné d'affecter les Juifs chômeurs à des travaux forcés dans des projets de construction et d'ouvrages publics, séparés des travailleurs non-juifs avec l'approbation expresse de Göring. La nuit du 9 au 10 novembre 1938 marqua une nouvelle étape dans la politique anti-juive du régime. Après l'assassinat d'un diplomate allemand à Paris, une vague de violence coordonnée se déclencha contre des synagogues, des commerces et des habitations juives. Bien que présentée comme une réaction spontanée, la violence bénéficia d'une coordination depuis des niveaux du parti et de la tolérance active des autorités étatiques. Elle fut menée par des membres du parti et des sympathisants, et l'État intervint ensuite en imposant des amendes collectives à la communauté juive et en accélérant l'expropriation des entreprises. Dans des discours ultérieurs, Hitler combina des menaces ouvertes et des références à la souveraineté nationale pour justifier les mesures contre les Juifs, les accusant d'agitation internationale et d'influencer des puissances étrangères. La violence publique ne remplaça pas le cadre légal construit depuis 1933, mais le renforça, consolidant une dynamique dans laquelle loi et coercition ouvertes commencèrent à se soutenir mutuellement. Concentration et expérience administrative. En septembre 1939, les forces allemandes franchirent la frontière polonaise. En quelques semaines, l'État polonais fut démantelé et son territoire divisé entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Les régions occidentales furent incorporées directement au Reich, tandis que le centre et le sud du pays restèrent sous une administration séparée appelée gouvernement général. Hans Frank fut désigné gouverneur et établit son siège à Cracovie. À partir de ce moment commença la réorganisation politique et administrative du territoire occupé. L'occupation installe une administration civile allemande qui agit aux côtés des autorités policières. Des districts administratifs sont créés et des bureaux sont installés pour enregistrer la population, les ressources et les propriétés. Les autorités allemandes prennent le contrôle des institutions publiques et établissent de nouvelles hiérarchies qui placent les fonctionnaires locaux sous commandement. Le gouvernement général devient un espace géré directement par des décisions du régime. L'une des premières mesures dans les principales villes consiste à concentrer la population juive dans des zones délimitées. À Varsovie, Lodz et dans d'autres localités, le transfert de familles entières vers des quartiers fermés définis par décret est ordonné. Ces espaces, connus sous le nom de ghettos, sont isolés par des murs ou des contrôles permanents. La circulation est réglementée par des permis spéciaux et des horaires stricts. Pour administrer ces espaces sont créés des conseils juifs appelés Judenrat, désignés sous supervision allemande. Ces conseils reçoivent la tâche d'organiser des recensements, de répartir le travail et de transmettre des ordres. L'autorité finale reste entre les mains allemandes qui contrôlent les ressources et les décisions clés. L'objectif immédiat est de concentrer la population, de faciliter la surveillance et de séparer physiquement les Juifs du reste de la société urbaine. Durant 1939 et 1940, ont lieu des déportations internes à l'intérieur du territoire occupé. Des personnes juives qui vivaient dans des zones annexées au Reich sont transférées vers le gouvernement général au moyen de transports organisés par les autorités allemandes. Ces mouvements réorganisent la distribution de la population et augmentent la densité dans les ghettos. Le système ferroviaire devient un outil central pour contrôler le territoire. L'étape suivante consiste à incorporer cette population au travail obligatoire. Des bureaux du travail enregistrent les hommes et les femmes en âge productif et assignent des tâches concrètes. Des brigades sont formées pour des travaux publics.
la construction de routes et des activités industrielles. Une partie des travailleurs est envoyée au Reich, tandis que d'autres restent dans le gouvernement général sous supervision directe. Les autorités fixent des quotas et coordonnent avec des entreprises ayant besoin de main-d'œuvre. En parallèle, l'administration économique modifie la propriété dans le territoire occupé. Des commerces, ateliers et entreprises appartenant à des Juifs sont confisqués et placés sous administration allemande. Des commissaires sont désignés pour gérer les biens et réorganiser la production. Dans les zones rurales, des exploitations agricoles sont intervenues et les ressources redistribuées selon les priorités de l'économie allemande. L'occupation change qui contrôle la production et l'approvisionnement. Les restrictions à l'intérieur des ghettos affectent l'alimentation, le logement et la circulation. Les rations sont réglementées par les autorités allemandes et différenciées selon des catégories fixées par l'administration. Les conditions matérielles se détériorent progressivement en raison de la surpopulation et des limitations d'approvisionnement. Le contrôle démographique et économique devient une partie centrale du contrôle du territoire. Tandis que ces transformations se développaient en Pologne, à l'intérieur du Reich fut appliquée une politique différente dirigée contre les personnes considérées malades ou incapables de travailler. À l'automne 1939, Adolf Hitler signa une autorisation secrète, avec effet rétroactif au 1er septembre, qui donna début à un programme destiné à éliminer des patients internés dans des institutions psychiatriques. Ce programme, connu plus tard sous le nom de T4, fonctionna à travers des décisions administratives signées par des médecins et des fonctionnaires du régime. Des centres spécifiques furent établis où furent utilisées des méthodes de gazage pour provoquer la mort de personnes sélectionnées selon des critères définis par des autorités médicales et politiques. Le programme ne fut pas conçu comme partie d'une politique contre la population juive en Pologne, mais comme une mesure dirigée contre des personnes cataloguées comme improductives ou malades. Cependant, son organisation impliqua la création de procédures administratives, le transport de personnes et la gestion d'installations fermées. Le personnel impliqué dans T4 acquit de l'expérience dans les registres, la coordination administrative et l'opération technique d'installation conçue pour provoquer la mort par gaz. Ces pratiques se développèrent à l'intérieur du territoire allemand et restèrent de manière réservée. La structure administrative du régime montra une capacité à planifier et exécuter des décisions létales à travers des ordres formels et une documentation systématique. Entre 1939 et 1941, la guerre élargit la portée de la politique du régime. Le territoire occupé devint un espace où administration civile, police et économie agirent de manière coordonnée. Le gouvernement général fonctionna comme un laboratoire de contrôle démographique, de réorganisation urbaine et de travail forcé. L'appareil d'État, déjà consolidé à l'intérieur du Reich, opéra désormais dans un cadre plus vaste et plus complexe. Le 22 juin 1941, l'Allemagne lança l'opération Barbarossa et ouvrit la campagne la plus vaste vers l'Est. Les colonnes avancèrent selon 3 axes principaux. Vers le nord, en direction des pays baltes et de Leningrad, vers le centre, en direction de Minsk et Smolensk, et vers le sud, vers l'Ukraine. Le mouvement militaire occupa les manchettes, mais derrière le front s'activa une autre partie de l'appareil allemand, avec des ordres et des tâches qui n'étaient pas conçus pour le combat traditionnel. Aux côtés des armées qui pénétrèrent sur le territoire soviétique, avancèrent des unités mobiles de sécurité connues sous le nom d'Einsatzgruppen. Elles étaient liées à la police de sécurité et aux services de sécurité et se déplaçaient en suivant les forces qui prenaient villes et villages. Elles n'agissaient pas comme un seul groupe, mais comme plusieurs détachements avec des zones assignées. Elles furent organisées en 4 grands groupes, Einsatzgruppe A, B, C et D, et chacun accompagna un secteur de l'avance allemande. En pratique, elles entraient derrière les lignes du front et agissaient dans l'arrière-garde, où le contrôle était marqué par l'occupation. Au cours des premières semaines, ces unités opérèrent selon une logique de liste, de catégories et d'ordres qui descendaient par la chaîne de commandement. On rechercha des cadres du Parti communiste, des commissaires politiques, des fonctionnaires soviétiques et des personnes désignées comme ennemis du Reich. Dans ce cadre, la population juive fut de plus en plus incluse comme objectif. La dynamique devint visible dans les villes conquises. Apparurent des ordres d'enregistrement, des réunions obligatoires, des confinements temporaires et des concentrations de personnes en des points contrôlés, comme des places, des cours, des gares ou des bâtiments occupés par l'administration allemande. Les fusillades commencèrent en suivant un schéma qui se répéta.
On choisissait un lieu à l'écart, souvent une forêt, une carrière, un fossé ou un ravin. Les gens étaient conduits depuis les points de rassemblement jusqu'à cet endroit, sous escorte. Avant de tirer, on obligeait à remettre documents, argent, bijoux et objets de valeur. Dans de nombreux cas, on ordonnait d'enlever une partie des vêtements, puis on formait la file et on tirait à courte distance. Ensuite, les corps étaient recouverts de terre et l'unité se déplaçait vers le site suivant. Ce ne fut pas une scène isolée, mais une pratique mobile qui s'installa dans de multiples localités. Les Einsatzgruppen n'agirent pas seuls. Dans le même espace opérèrent des bataillons de la police de l'ordre, des unités formées par des policiers allemands mobilisés pour des tâches d'occupation. Ils montèrent la garde, patrouillèrent, sécurisèrent des périmètres, escortèrent des transferts et participèrent aussi directement aux fusillades. Le fonctionnement suivait une chaîne de commandement claire. Des officiers recevaient des instructions et les transmettaient aux compagnies et aux pelotons. Lors d'opérations de grande ampleur, les forces se combinaient et les tâches se répartissaient entre ceux qui rassemblaient les gens, ceux qui surveillaient le trajet et ceux qui exécutaient. La coopération de la Wehrmacht exista, bien qu'elle doive être décrite avec précision. Il ne s'agit pas d'affirmer que l'armée régulière agissait comme un bloc unique consacré à tuer des civils. Ce qu'il y eut, ce furent des formes d'appui qui variaient selon le lieu et le commandement. Dans certains cas, des unités militaires fournirent du transport, cédèrent du carburant, aidèrent aux communications, livrèrent des informations sur la population locale ou sécurisèrent la zone pour que l'opération se déroule sans interférence. Il y eut aussi des situations où des autorités militaires savaient que des fusillades se produisaient à l'arrière-garde et permirent l'accès, la circulation de camions ou l'usage de routes sous contrôle de l'armée. Cette relation changea selon le moment et la région et se définit dans la pratique, sur le terrain. À mesure que l'avance continua, les catégories de personnes exécutées s'élargirent. Dans certains endroits, on commença par des hommes adultes, sous l'argument de sécurité ou d'ennemis potentiels, puis on inclut des femmes, des personnes âgées et des enfants. La mécanique du massacre devint plus visible parce que le volume augmenta. Il y eut des opérations au cours desquelles des communautés entières furent éliminées en un seul épisode, et non seulement des groupes sélectionnés. La violence cessa de se cacher dans de petits chiffres et passa à occuper des journées entières, avec des camions entrant et sortant, des policiers et des gardes formant des cordons et des fosses qui se remplissaient les unes après les autres. Dans les régions baltes, l'occupation allemande trouva aussi une collaboration locale dans certaines zones. Il y eut des attaques, des rafles et des pogroms dans les premiers jours de l'entrée allemande, puis les structures allemandes prirent le contrôle direct et organisèrent les actions de manière systématique. En Biélorussie et en Ukraine, le schéma se répéta avec ses particularités. Identification, concentration, transfert vers les périphéries et exécution. Les autorités locales furent poussées à remettre des listes, à guider vers des quartiers ou à signaler des maisons, et l'appareil allemand utilisa ces informations pour accélérer le processus. Le cas de Kiev montra une opération qui n'était plus une série de petites fusillades, mais une action concentrée d'énorme ampleur. En septembre 1941, après la prise de la ville, des instructions furent diffusées pour que la population juive se présente en un point déterminé avec documents et effets personnels. Au lieu d'un transfert réel, une marche fut organisée vers un ravin à la périphérie, connu sous le nom de Babi Yar. Là, des milliers de personnes furent exécutées durant 2 jours. Le nombre enregistré par les propres organisateurs dépassa les 33 000 victimes dans cet épisode. L'opération exigea de la coordination, contrôle des accès, déviation du trafic, gestion des foules, personnel armé pour surveiller et tours pour tirer. Pour soutenir ce type de violence, les unités produisirent de la documentation. Des rapports furent rédigés, des opérations énumérées et des résultats consignés. Ce n'étaient pas des textes destinés au public, ils circulaient à l'intérieur de l'appareil de sécurité. Dans ces rapports apparaissait la logique administrative du meurtre, nombre, lieu, date, unité responsable. Les chiffres fonctionnaient comme une reddition de comptes internes. Le langage pouvait être froid, mais il décrivait des actions concrètes réalisées par des équipes mobiles avec l'appui de policiers et d'autres forces. Sur le terrain surgirent aussi des problèmes pratiques, munitions, temps, fatigue, gestion des corps. Les exécutants parlaient entre eux, se répartissaient les tâches et cherchaient des moyens de maintenir la discipline. Il y eut des officiers qui permirent à certains de s'écarter du tir direct et d'assumer des fonctions de garde ou d'escorte, et d'autres qui firent pression pour que l'ordre soit exécuté.
La structure hiérarchique transforma une action extrême en une routine de service avec des listes, des tours et un environnement qui normalisa la répétition. Vers la fin de 1941, l'ampleur accumulée des assassinats par fusillade à l'Est était déjà énorme. Dans le premier segment de la campagne orientale, les morts de la population juive et d'autres groupes attaqués lors d'opérations mobiles atteignirent des centaines de milliers et continueraient d'augmenter durant 1942 jusqu'à dépasser largement le 1,5 million de victimes par balle, en additionnant les actions d'unités de sécurité, de police et de forces auxiliaires dans de multiples régions. Ce ne fut pas le chiffre d'un seul jour ni d'une seule ville, mais le résultat d'une séquence continue d'opérations répétées pendant des mois, depuis les pays baltes jusqu'à l'Ukraine et au-delà. À l'été et à l'automne 1941, tandis que la guerre à l'Est avançait et que l'occupation s'étendait, au sein de l'État allemand, une autre porte se referma progressivement, celle de la sortie. Jusqu'alors, pendant des années, la politique officielle avait poussé de nombreux juifs à partir, et des bureaux, des démarches, des paiements et des contrôles avaient été créés pour accélérer cette expulsion. Mais en 1941, avec le conflit déjà étendu, la marge pour émigrer commença à se réduire par manque de navires, restrictions d'entrée dans d'autres pays et problèmes de devises. Dans ce contexte, depuis l'appareil policier, on commença à parler d'empêcher l'émigration. Le transport était limité, et ce qu'ils appelaient une solution finale apparaissait déjà proche. Dans cette même période, la voie de sortir se ferma et celle d'évacuer s'ouvrit. Depuis la direction des SS et de la police, l'émigration des Juifs fut interdite, sous l'argument des risques en temps de guerre et avec l'idée qu'à l'Est, il existait d'autres options. Dans les documents internes, le centre de la phrase changea. Au lieu de pousser les gens hors du Reich, on commença à planifier leur transfert vers l'Est sous contrôle allemand. Ce ne fut pas une annonce publique, mais un tournant administratif qui exigeait une coordination entre bureaux. Dans ce climat, Reinhard Heydrich fit un pas pour s'assurer un soutien formel qui lui permettrait de parler et d'agir au nom d'un plan européen. Il ordonna à Adolf Eichmann, son spécialiste des affaires juives, de préparer un texte bref, au langage administratif, prêt à être signé. Le document fut présenté à Hermann Göring, qui le signa le 31 juillet 1941. Dans cette lettre, Göring rappela une directive antérieure de janvier 1939 et chargea Heydrich d'effectuer les préparations organisationnelles, fonctionnelles et matérielles nécessaires pour une solution complète de la question juive dans la sphère d'influence allemande en Europe. Il indiqua aussi que, si des compétences d'autres organismes centraux étaient affectées, ils devaient être inclus. Ce document ne fut pas une annonce avec une date précise, mais un instrument d'autorité. Avec cette signature, Heydrich pouvait convoquer d'autres ministères et exiger leur coopération. Ce n'était plus une initiative interne, mais une tâche officiellement assignée. En parallèle, d'autres pièces se mirent en mouvement au sein de l'administration. Dans le gouvernement général, les autorités civiles attendaient des définitions sur l'orientation de la politique et envoyèrent Joseph Bühler à Berlin pour s'informer de première main. À la chancellerie du Reich, des mécanismes de contrôle furent activés. Il fut ordonné que, si des invitations arrivaient du bureau de Heydrich pour une réunion, quelqu'un devait y assister comme observateur. Et au ministère des Affaires étrangères, la division correspondante réagit rapidement et rédigea un mémorandum avec des propositions sur la solution finale en Europe, incluant une liste préliminaire de pays qui devaient être traités en premier. Dans cet environnement fut préparée une réunion qui deviendrait ensuite connue, bien qu'à ce moment elle fut gérée comme une rencontre de fonctionnaires. Elle fut d'abord fixée au 9 décembre 1941, mais fut reportée au dernier moment. La date définitive fut le 20 janvier 1942, à midi, avec déjeuner inclus. Le lieu fut une villa utilisée par la police de sécurité et le service de sécurité comme maison d'hôte à Berlin, am Großen Wannsee, numéro 50/58. On ne choisit ni un bâtiment intimidant, ni un bureau froid. C'était un espace vaste, presque de retraite, avec salon de musique, salle de jeu avec billard, une grande salle de réunion, terrasse face au lac, chauffage central, eau chaude et froide, repas inclus et disponibilité de vin, bière et cigarettes. Le prix figurait comme 5 Reichsmark par nuit avec service et petit déjeuner. Ce mardi-là, avec de la neige dehors, une quinzaine de hauts fonctionnaires se réunirent. Tous les invités initiaux n'assistèrent pas. Il y eut des absences et certains bureaux envoyèrent des remplaçants. À la place de Franz Schlegelberger, principal fonctionnaire du ministère de la Justice, arriva Roland Freisler.
Pour le gouvernement général, Hans Frank n'assista pas, mais son adjoint Joseph Bühler. En représentation de l'appareil policier du gouvernement général se trouvait Eberhard Schöngart. Et depuis la zone balte arriva Rudolf Lang, chef d'un commando opérationnel et responsable régional de la police de sécurité à Riga. La table fut composée de groupes bien définis. Étaient présents les représentants de ministères aux compétences directes. Wilhelm Stuckart pour l'intérieur, Roland Freisler pour la justice, Erich Neumann pour le bureau du plan de 4 ans, Friedrich Wilhelm Kritzinger depuis la chancellerie du Reich et Martin Luther pour les affaires étrangères. Participèrent aussi Alfred Meyer et Georg Leibbrandt du ministère pour les territoires occupés de l'Est et Joseph Bühler pour le gouvernement général. Dans un autre secteur se trouvaient ceux qui défendaient les intérêts de Race et du parti, Gerhard Klopfer de la chancellerie du parti et Otto Hoffmann du bureau principal de la Race et de l'installation des SS. Et depuis le noyau du système de sécurité, Heydrich amena son équipe. Heinrich Müller, chef de la Gestapo, et Adolf Eichmann, responsable technique de la section des affaires juives. Lorsque la réunion commença, Heydrich rendit claire la hiérarchie. Il signala qu'il était le délégué chargé de préparer la solution finale de la question juive en Europe et que son bureau avait la direction centrale de cette politique, indépendamment des frontières. Il commença par passer en revue l'étape précédente, l'émigration. Là, il présenta un chiffre. Entre l'arrivée au pouvoir et le 31 octobre 1941, 537 000 Juifs avaient quitté le pays. À l'intérieur de ce total, il distingua 3 groupes. Environ 360 000 en Allemagne en janvier 1933, autour de 147 000 en Autriche en mars 1938 et quelques 30 000 dans le protectorat de Bohême-Moravie en mars 1939. Il expliqua aussi comment cette émigration avait été financée. Le principe appliqué fut que les Juifs disposant de ressources devaient couvrir les coûts des Juifs pauvres et un impôt d'émigration fut imposé. En outre, on exigeait des devises étrangères à l'arrivée à destination et, pour ne pas affecter les réserves allemandes, des organisations juives à l'étranger, avec un soutien depuis l'Allemagne, réunirent des devises. Jusqu'au 30 octobre 1941, ces organisations avaient apporté environ 9 500 000 $. Après ce rappel, Heydrich se tourna vers la nouvelle ligne. Au lieu de l'émigration, expliqua-t-il, une autre possibilité avait été adoptée après l'autorisation formelle signée par Hermann Göring le 31 juillet 1941, l'évacuation des Juifs vers l'Est. Cette évacuation fut présentée comme une étape dans un processus plus large qui servirait d'expérience pratique pour la dite solution finale. À ce point, il montra un tableau statistique avec des estimations par pays, comme si l'Europe était un inventaire démographique sous administration. Le tableau incluait des chiffres approximatifs, 131 800 pour l'Allemagne, 43 700 pour l'Autriche, 74 200 pour le protectorat de Bohême-Moravie, plus de 2 200 000 pour le gouvernement général et environ 400 000 pour le district de Białystok, en plus d'autres territoires européens. Le total dépassait les 11 millions de personnes. Le chiffre n'était pas un inventaire abstrait. Chaque colonne impliquait une autorité responsable et une voie d'exécution. Les affaires étrangères devaient activer des ambassades et des délégations dans des pays alliés ou sous influence allemande. Les autorités militaires dans les territoires occupés devaient coordonner avec les administrations civiles. Et l'Office principal de sécurité du Reich avait besoin de données censitaires actualisées et de définitions juridiques claires pour chaque juridiction. Depuis Berlin partirent des consultations et des exigences vers des capitales comme Paris, Amsterdam, Bruxelles, Athènes ou Rome. Le tableau de Wannsee se transforma en correspondance concrète, demande de chiffres plus précis, discussions sur des exceptions juridiques et coordination entre bureaux. La question juive de chaque pays se trouvait intégrée dans un cadre commun dirigé depuis le centre. En expliquant la liste, un avertissement pratique fut formulé. Dans plusieurs pays, les chiffres ne comptaient que ceux qui restaient liés à la foi juive, parce que tous les États n'avaient pas une définition raciale du terme « juif ». Il fut aussi signalé que traiter la question dans chaque pays se heurterait aux mentalités et attitudes locales, et la Hongrie et la Roumanie furent mentionnées en particulier. Dans ce dernier cas, il fut indiqué qu'il était encore possible d'acheter des documents attestant une citoyenneté étrangère, ce qui compliquait la classification et la capture administrative. Puis, Heydrich décrivit, en termes généraux, ce qu'il était prévu de faire des évacués.
Il parla de grandes colonnes de travail, séparées par sexe, envoyées vers l'Est pour des tâches comme la construction de routes. Il indiqua qu'une part importante se perdrait par épuisement et déclin naturel au cours du processus et que le reste, considéré comme le noyau le plus résistant, devait recevoir un traitement spécial afin d'éviter qu'il ne devienne un foyer de recomposition. Il n'expliqua pas les détails à cette table, mais laissa poser le destin final à l'intérieur du même schéma administratif. Un ordre général fut aussi fixé, l'opération avancerait d'ouest en est. Le Reich, incluant le protectorat de Bohême-Moravie, devait être traité en premier pour des raisons de logement et de besoins sociaux et politiques. Un pas intermédiaire fut également expliqué. Les Juifs évacués seraient envoyés par étapes vers des ghettos de transit et de là transférés vers l'Est. Une partie centrale de la réunion ne fut pas un seul ordre, mais la dispute pour les compétences. Ce qui était en jeu était de savoir qui commandait, qui établissait les règles et qui signait. C'est pourquoi étaient présents l'intérieur, la justice, les affaires étrangères, la chancellerie du Reich, le plan de 4 ans, le ministère de l'Est, le gouvernement général et les bureaux de race et du parti. Chacun avait ses intérêts propres, définitions juridiques, exceptions, main-d'œuvre, citoyenneté, relations avec des pays alliés et contrôle des territoires occupés. La réunion permit à Heydrich de s'affirmer comme coordinateur central et que les autres soient intégrés au processus, car à partir de ce moment, il ne pouvait plus le traiter comme une affaire étrangère. Au début de 1942, la persécution ne se limita plus à expulser, enfermer ou déplacer des gens d'un endroit à un autre. Dans les territoires occupés de l'Est, la violence qui avait auparavant fonctionné avec des opérations mobiles commença à se combiner avec autre chose, des lieux fixes créés pour tuer à grande échelle avec une méthode répétable. Le changement ne se produisit pas du jour au lendemain, mais on vit clairement une direction. Au lieu de dépendre de patrouilles et d'actions dispersées, le système se concentra progressivement en points précis, reliés par train, avec du personnel, une routine et un objectif unique. L'un des premiers lieux qui montra ce tournant fut Chełmno, également appelé Kulmów. Là, le meurtre s'organisa autour de camions fermés où l'on introduisait les victimes et où l'on utilisait les gaz du propre moteur pour les tuer pendant le trajet vers des fosses. Dans la zone, on mit en place un circuit. Arrivée, contrôle des bagages, séparation rapide, puis passage vers ces véhicules. Le site fut relié au ghetto de Łódź et au contrôle administratif local, et il fonctionna comme un modèle précoce de ce que signifiait tuer sans tir, avec une procédure que l'on pouvait répéter plusieurs fois par jour. Pendant que cela fonctionnait, dans le gouvernement général fut lancée l'opération Reinhard, une campagne montée pour vider de vastes zones de population juive et en faire un processus rapide. Là apparurent 3 centres connus pour une même logique: Bełżec, Sobibor et Treblinka. Ce ne furent pas de grands camps comme d'autres complexes ultérieurs, mais des espaces relativement petits conçus pour recevoir des trains, traiter les gens en quelques heures et les éliminer sans qu'une énorme population reste installée à l'intérieur. Le mouvement était simple et brutal. Arrivée, ordre rapide, confiscation de tout, tromperie pour éviter la panique et un court parcours vers le lieu de mort. À Bełżec, l'installation commença à fonctionner en mars 1942. Le site fut organisé avec de hautes clôtures, des zones séparées et des couloirs camouflés avec des branches afin que les nouveaux arrivants ne comprennent pas bien ce qui se passait jusqu'à la fin. Le contrôle direct pouvait être assuré par un petit groupe d'Allemands, des SS, et un nombre plus élevé de gardes auxiliaires. L'idée était que le sale travail devienne routine et que le volume soit géré rapidement. Dans la même ligne, Sobibor accepta son premier transport en mai 1942 et pendant un peu plus d'un an, environ 250 000 personnes y furent assassinées. Treblinka commença également à être construit en 1942 et finit par devenir le lieu avec le plus grand nombre de morts parmi ses centres. On estima une fourchette de 800 000 à 900 000 victimes, très proche du total d'Auschwitz. Dans ces lieux, le processus s'appuya sur une mise en scène constante. On disait aux gens qu'ils se trouvaient dans un point de transit, de désinfection ou d'enregistrement. On ordonnait de laisser les valises, de remettre les papiers, de se séparer en file et d'avancer. On forçait à se déshabiller rapidement et on promettait une restitution ultérieure des effets personnels. Tout était pensé pour maintenir le mouvement, éviter une résistance massive et compléter le cycle. Le meurtre ne dépendait pas de l'improvisation, mais d'une séquence fixe où chaque groupe avait une tâche. Certains donnèrent des ordres, d'autres surveillaient, d'autres conduisaient, d'autres ramassèrent les vêtements et d'autres retirèrent les corps. À mesure que le système s'étendit, le train devint l'artère.
La Reichsbahn ne traita pas ces transports comme quelque chose hors norme, mais comme un service intégré dans des procédures régulières. Bien que les personnes fussent transportées dans des wagons de marchandises, la comptabilité interne les enregistra comme des passagers. Le prix de base fut calculé comme un tarif de 3e classe de 4 pfennig par kilomètre. Les enfants de moins de 10 ans voyagèrent pour moitié prix et ceux de moins de 4 ans furent sans coût. Si le groupe atteignait au moins 400 personnes, un tarif collectif s'appliquait et réduisait le prix de moitié. Le bureau qui demandait le train payait le voyage aller des déportés et le billet aller-retour des gardes. En pratique, ce langage de « voyageur » permit que le système ferroviaire le traite comme une programmation normale, avec des bureaux spécifiques pour les horaires, l'attribution des voies et la disponibilité des wagons, même lorsque la destination réelle était la mort. L'industrialisation ne consista pas seulement à tuer rapidement, mais aussi à tout garder. À chaque arrivée, on prenait les documents, l'argent, les bijoux et les objets de valeur. Les vêtements devenaient une marchandise. Les valises étaient ouvertes une par une. On séparait chaussures, manteaux, montres, bagues, pièces et devises. Dans certains lieux, on organisa d'énormes dépôts pour classer et reconditionner. À Auschwitz, les zones de tri furent connues sous le nom de Canada. Et là travaillèrent des centaines de prisonnières examinant pièce par pièce, même les sous-vêtements, parce que les personnes cachaient diamants, or ou billets dans les coutures. Cet espace devint un point constant d'accumulation pour l'appareil des SS et aussi pour des réseaux internes d'appropriation, étant donné le volume de biens qui circulaient chaque jour. Une fois séparés, l'argent, les devises étrangères, les bijoux et les métaux précieux étaient envoyés sous le contrôle des SS vers des instances centrales du Reich. L'or, y compris celui extrait des pièces dentaires, était fondu et transformé en lingots sans marque d'origine. Ces envois arrivaient à la Reichsbank, où ils étaient enregistrés et incorporés aux réserves officielles, centralisant des livraisons provenant de différents camps et transférant des ressources vers des comptes liés à l'économie de guerre. Le dépouillement se trouvait ainsi intégré dans l'administration financière de l'État, tandis que d'autres matériaux, comme les cheveux ou les effets personnels classés par type, suivaient des routes spécifiques de stockage et de redistribution à l'intérieur du même engrenage. Auschwitz-Birkenau fut le lieu où l'idée d'extermination s'unit de la manière la plus visible avec le travail esclave et l'entreprise industrielle. Le complexe grandit par couches. Auschwitz, comme camp de base, Birkenau comme zone gigantesque d'enfermement et de mort, et Monowitz comme camp lié à des installations industrielles. Là, le système combina sélection à l'arrivée, exploitation dans des commandos de travail et assassinat massif au gaz. Pour le soutenir, on élargit rampes, baraquements, clôtures, tours de surveillance et crématoires. Le processus resta un circuit. Trains qui arrivaient, files séparées, une partie envoyée au travail, une autre envoyée directement à la mort, puis classification des effets personnels. Autour d'Auschwitz entrèrent des entreprises et des contrats. La présence d'AIG Farben fut liée à la construction d'une usine de caoutchouc synthétique et de combustible, et la demande constante de main-d'œuvre fit que la sélection et l'usage des prisonniers furent gérés comme un flux. On avait besoin de travailleurs pour creuser, charger, déplacer des matériaux, élever des structures, faire fonctionner des machines et soutenir des rythmes de production. Apparurent aussi les intérêts d'autres firmes allemandes, comme Krupp, qui bénéficièrent du travail forcé en différents points du système. Le prisonnier n'était pas vu comme une personne, mais comme une capacité qui s'usait et se remplaçait. Avec le passage de 1942 à 1943, la machinerie se stabilisa. Les centres de l'opération Reinhard fonctionnèrent à un rythme élevé tant qu'il y eut des ghettos à vider, et lorsque le flux changea, certains de ces lieux furent démontés ou dissimulés. Auschwitz, en revanche, continua de croître comme point central parce qu'il pouvait absorber des transports de nombreux pays et parce qu'il servait à la fois à tuer et à exploiter le travail. Le train continua de relier villes, ghettos et frontières à ces points, et la bureaucratie soutint le calendrier comme s'il s'agissait d'un plan logistique de plus de la guerre. L'industrialisation se remarqua aussi dans la manière dont les tâches furent réparties et dans le fait d'éviter que le personnel allemand soit exposé directement à ce qui s'était déjà produit avec les massacres mobiles. Dans plusieurs centres, des gardes auxiliaires effectuèrent des travaux de surveillance et de contrôle, et un groupe réduit d'Allemands maintint le commandement général. Le dispositif chercha à rendre le processus rapide, à ce que la tromperie évite les résistances et à ce que le meurtre soit exécuté sans longue scène publique. En pratique, le crime devint une procédure.
Recevoir, séparer, tuer, retirer, classer, envoyer. Avec cette structure déjà établie, le système continua de fonctionner de manière soutenue tandis que la guerre avançait. Tandis que les centres d'extermination fonctionnaient et que les transports continuèrent d'arriver de différents points d'Europe, au sein du Reich, la structure de commandement qui soutenait ce système opérait avec des règles claires, des hiérarchies définies et une chaîne d'obéissance traversant la police, l'administration et le parti. Les SS avaient une hiérarchie claire et une culture interne d'obéissance. Heinrich Himmler maintint le contrôle général en tant que chef des SS et de la police, et à partir de là, il s'appuya sur des bureaux qui coordonnaient la sécurité, le renseignement et la répression. La Gestapo agissait comme la police politique, avec la capacité d'arrêter sans jugement normal en utilisant la garde protectrice et avec l'autorité d'interroger, surveiller et ordonner des transferts. En pratique, la Gestapo n'eut pas besoin d'avoir des milliers d'agents dans chaque ville pour influencer, car elle s'appuya sur une combinaison de peur, de routines administratives et de coopération d'autres instances, policiers réguliers, chefs municipaux, bureaux de travail et réseaux d'informateurs. Dans de nombreux endroits, le citoyen ordinaire ne voyait pas la Gestapo comme une présence constante dans la rue, mais la ressentait comme une possibilité. Il suffisait que quelqu'un sache qu'il existait un dossier, une dénonciation ou une convocation pour que le contrôle devienne réel. Les dénonciations citoyennes jouèrent un rôle important. Des voisins, des collègues de travail et même des membres de la famille envoyèrent des lettres ou passèrent des appels pour accuser d'autres personnes de commentaires contre le régime, d'écouter des radios interdites, d'aider des juifs, d'acheter sur le marché noir ou de maintenir des relations considérées comme indécentes. Beaucoup de dénonciations naquirent d'une conviction politique, mais d'autres étaient issues de conflits personnels, de jalousie ou du désir de se faire bien voir des autorités. En fin de compte, ce flux alimenta des enquêtes et des arrestations et transforma la vie quotidienne en un espace où parler trop pouvait entraîner des conséquences. Le ministère de l'Intérieur et l'administration civile soutinrent le côté légal et des archives. Il ne s'agissait pas seulement de policiers poursuivants, mais de bureaux classants. Il y eut des fonctionnaires qui révisèrent des généalogies, émirent des documents, refusèrent des permis, retirèrent des licences et mirent à jour des fichiers de population. Dans un pays déjà habitué aux papiers officiels pour tout, le contrôle fonctionna avec une normalité apparente. Une lettre, un tampon, un ordre de se présenter, une perte de droit, une obligation d'informer tout changement d'adresse. La persécution devint une somme de démarches où chaque étape semblait administrative, bien que la destination devint de plus en plus dure. En parallèle, l'administration civile locale eut un rôle pratique. Les mairies et les bureaux municipaux gérèrent les logements, le rationnement et l'attribution de propriétés vides. Lorsqu'une famille juive disparaissait d'une rue, son appartement restait vacant, et quelqu'un devait inventarier les meubles, fermer les portes, changer les serrures et réaffecter l'espace. Ce travail fut effectué par des employés municipaux, des entreprises de déménagement sous contrat et des gestionnaires de logements. Dans de nombreux cas, les gens du quartier virent des camions chargés des meubles et comprirent que ce n'était pas un déménagement ordinaire. Parfois, ils le commentaient à voix basse, parfois ils en profitaient pour demander une table, une chaise ou un manteau. Ces mouvements créèrent une forme de connaissance indirecte. On ne savait pas toujours la destination finale, mais on comprenait qu'il y avait une expulsion réelle et que l'État l'organisait. L'économie de guerre amplifia ce processus. Les entreprises privées bénéficièrent de contrats, d'expropriations préalables et de main-d'œuvre contrôlée par l'État. Les usines et les entreprises de construction demandèrent des travailleurs et, dans un contexte de pénurie dû à la mobilisation militaire, le régime offrit des solutions qui passaient par le travail forcé et des systèmes d'affectation administrés. Les directeurs et responsables des ressources humaines négocièrent des quotas, des conditions et de la production. Et de nombreuses entreprises s'habituèrent à recevoir des groupes de travailleurs surveillés avec une discipline imposée de l'extérieur. La relation ne se montra pas toujours comme un ordre à coups de fusil, mais plutôt comme une transaction. L'État fournissait de la main-d'œuvre et l'entreprise fournissait des rendements, du matériel, des paiements ou des infrastructures. Cette dynamique ne dépendait pas exclusivement des SS. Le ministère des Armements et de la Production de guerre, ainsi que d'autres bureaux économiques, pressaient constamment pour garantir des flux stables de travailleurs en plein bombardement, pertes sur le front et mobilisation massive des hommes allemands. Les décisions concernant la déportation, la réaffectation ou le maintien temporaire de la main-d'œuvre n'étaient pas seulement policières.
Elles étaient influencées par des calculs de production et par la concurrence entre agences cherchant à remplir des quotas et à maintenir la production. La persécution s'intégra ainsi dans la logique de gestion de l'État en guerre, où productivité, contrôle démographique et répression furent entremêlés dans une même structure administrative. Cet engrenage se soutint aussi dans les mots. Dans les papiers internes et les communications, des termes furent utilisés pour adoucir ce qui se passait. Évacuation, réinstallation, traitement spécial, solution, mesure. Ce vocabulaire permit que le crime progresse sans que cela soit dit directement dans les documents courants. Pour beaucoup, le système se présenta comme un ensemble de décisions pour la sécurité ou pour la guerre. La censure, la propagande et le contrôle de la presse renforcèrent ce brouillard. Pourtant, les rumeurs circulaient. Des soldats en permission parlaient de ce qu'ils avaient vu ou entendu à l'Est. Des cheminots et des employés de gare virent des trains, des gardes et des listes. Des voisins remarquèrent que certaines maisons restaient vides en un seul jour. Dans des quartiers entiers, l'absence se fit sentir. Dans certaines usines, des ouvriers commentèrent l'arrivée de lettres de proches mentionnant des exécutions ou une violence extrême, bien que ces lettres aient souvent été écrites avec précaution de peur de la censure. La connaissance ne fut pas uniforme. Certains crurent qu'il s'agissait de réinstallation et de travail, d'autres soupçonnèrent des meurtres de masse sans en connaître les détails, et certains, par proximité avec la police ou des bureaux locaux, comprirent plus que ce qui était dit en public. En parallèle, tandis que cette machinerie administrative continuait de fonctionner, des nouvelles arrivèrent également de l'extérieur du Reich que le pouvoir ne négligeait pas. Les émissions de la BBC et d'autres radios alliées diffusaient des informations sur les déportations et les meurtres, et bien que capter des stations ennemies fût interdit et puni comme un crime contre la morale de guerre, beaucoup de gens écoutaient en secret. Les autorités renforcèrent les avertissements, les contrôles et les campagnes de propagande pour discréditer ce qu'elles qualifiaient de mensonges ennemis. Et la censure se durcit dans un climat où parler trop pouvait entraîner des conséquences. Pendant ces années, le mythe du « personne ne savait rien » ne correspondait pas à ce qui se voyait dans les rues, les bureaux et les gares. La connaissance fut fragmentée. Il y eut des signes visibles, un langage calculé et des routines administratives qui permirent de comprendre qu'il se passait quelque chose de grave, même si tout le monde n'avait pas accès à l'échelle complète. Pendant ce temps, l'appareil de l'État continua de fonctionner avec une normalité apparente. En 1944, la carte militaire changea rapidement et le régime commença à se déplacer avec une urgence différente. L'armée rouge avança depuis l'Est, les Alliés pressèrent depuis l'Ouest et le contrôle allemand sur les territoires occupés devint plus fragile. Dans ce contexte, la persécution ne s'arrêta pas. Elle prit une autre forme. Ce qui était un système stable se transforma en une course. Accélérer les déportations là où cela était encore possible, liquider les espaces restants, déplacer les prisonniers lorsque le front se rapprochait et, en même temps, effacer les traces qui pourraient rester derrière. Au printemps de 1944, l'Allemagne occupa la Hongrie et cela ouvrit la porte à l'une des dernières déportations massives de la guerre. L'opération fut montée rapidement. Des perquisitions furent ordonnées, des mesures de concentration imposées, et des départs furent organisés depuis différentes régions. En quelques semaines, des communautés entières furent sorties de leurs maisons, rassemblées en points de transit et envoyées en train. Les chiffres explosèrent en peu de temps. Environ 437 000 Juifs hongrois furent déportés entre mai et juillet de 1944. La rapidité de cette opération montra que, même sous pression, le Reich pouvait encore mobiliser des transports, de la police et une coordination locale pour exécuter un plan à l'échelle continentale. Pendant ce temps, dans d'autres zones occupées, un autre mouvement se produisit, la liquidation finale des ghettos qui existaient encore ou qui avaient été réactivés en tant qu'espace de contrôle. En Pologne, le ghetto de Łódź, qui avait survécu plus longtemps que les autres en raison de sa fonction de travail, fut vidé à l'été de 1944. La liquidation ne fut pas un événement unique, mais une série de transports et de rafles qui finirent par laisser le lieu sans sa population d'origine. À Varsovie, après le soulèvement du ghetto en 1943, l'espace n'existait plus comme avant, mais en 1944, la ville devint à nouveau le théâtre de destruction massive après le soulèvement polonais d'août, avec des expulsions et des représailles qui s'étendirent au-delà de la population juive et laissèrent des quartiers entiers dévastés. À l'Est, lorsque l'armée rouge avança,
Les Allemands tentèrent d'effacer les preuves dans les zones où il y avait déjà des fosses communes et des sites d'exécution. Dans certains endroits, des prisonniers furent forcés d'exhumer des cadavres et de les brûler pour réduire les preuves. Ces opérations furent effectuées sous une surveillance stricte, avec les exécutions ultérieures des personnes qui avaient été forcées à travailler sur cette tâche afin de ne laisser aucun témoin. La logique était simple. Si le front se rapprochait, il fallait retirer ce qui pouvait parler de lui-même, même si c'était trop tard et que le volume était impossible à dissimuler complètement. Dans les camps et complexes qui étaient encore en fonctionnement, la priorité devint l'évacuation. À partir de la fin de 1944 et durant 1945, des transferts de prisonniers furent ordonnés depuis les installations proches du front vers l'intérieur du Reich ou vers des zones encore sous contrôle allemand. Les trains continuèrent d'être utilisés lorsque cela était possible, mais avec des lignes bombardées et un chaos logistique, de nombreuses évacuations se firent à pied. Ces marches devinrent un phénomène massif et brutal. De grands groupes furent évacués en hiver, avec des vêtements insuffisants, presque sans nourriture, avec des gardes tirant sur ceux qui tombaient ou restèrent derrière. C'est pourquoi elles devinrent connues sous le nom de marche de la mort, car le trajet lui-même devint une partie centrale de la mortalité. Le rythme de ces marches dépendait de l'endroit et du moment, mais le schéma se répétait. Des colonnes étaient formées, une direction était fixée et les groupes marchaient sur des routes secondaires ou des chemins ruraux pour éviter les zones exposées. Dans les villages et hameaux, les habitants locaux voyaient passer des rangées interminables sous surveillance, entendaient des tirs occasionnels et comprenaient que ce n'était pas un simple transfert. Dans certains cas, les prisonniers dormaient dans des granges, des usines vides ou en plein air, et le matin suivant, la colonne reprenait sa marche. Si une attaque aérienne se produisait ou si des unités en retraite croisèrent leur chemin, la violence augmentait car le contrôle devenait plus nerveux. Dans ce chaos, des installations et des documents furent également détruits. À plusieurs endroits, avant d'évacuer ou d'abandonner, on tenta de faire sauter des bâtiments, de brûler des dépôts, de démonter des équipements et d'incendier des archives. À Auschwitz, par exemple, des crématoires et d'autres installations furent détruits avant l'arrivée soviétique en janvier de 1945. Les bureaux locaux et centraux brûlèrent des listes, broyèrent des papiers ou déplacèrent des boîtes vers l'intérieur. Tout ne fut pas détruit. Une partie fut perdue lors des bombardements et une autre abandonnée par précipitation. Dans certains cas, la documentation qui survécut le fit parce qu'elle resta dans des bureaux que personne n'eut le temps de vider, ou parce qu'il n'y eut pas assez de temps pour compléter la destruction. Dans d'autres cas, des fragments furent sauvés par des décisions individuelles, par désordre ou par simple saturation. Il y avait trop à détruire et trop peu de temps pour le faire. L'objectif n'était pas de reconstruire quoi que ce soit, mais de laisser moins de preuves organisées, bien que le processus fût incomplet, et que des structures, des vestiges matériels et des témoignages n'aient pas pu disparaître. En 1944, des mouvements tardifs autour de la direction des SS furent également intensifiés. Heinrich Himmler commença à explorer des sorties politiques sans autorisation d'Hitler lorsque la guerre allait déjà mal. Il y eut des contacts et des négociations indirectes avec des acteurs externes, des tentatives d'ouvrir des canaux avec les Occidentaux et des conversations sur d'éventuels échanges ou remises. En réalité, ces manœuvres n'arrêtèrent pas la persécution de manière générale, mais elles montrèrent que, à l'intérieur du régime, deux lignes se mêlèrent simultanément. Continuer la politique jusqu'à la fin et, en même temps, tenter d'ouvrir une issue personnelle et politique face à la défaite. Lorsque le Reich s'effondra en 1945, le résultat était déjà fixé. Environ 6 millions de Juifs assassinés et des centaines de milliers d'autres victimes persécutées en Europe. Au printemps de 1945, l'Allemagne n'avait plus de marge de manœuvre. Les villes étaient endommagées, les transports étaient interrompus par sections et le front s'effondrait. Lorsque les forces alliées avancèrent, elles trouvèrent un pays en retraite et, dans de nombreux endroits, des installations et des prisonniers que le régime n'avait pas pu évacuer à temps. Ces découvertes furent enregistrées avec des caméras, des rapports militaires et des témoignages et circulèrent rapidement comme preuve directe. Simultanément, le pouvoir politique s'effondra. Adolf Hitler mourut à Berlin à la fin du mois d'avril et le gouvernement qui resta tenta de se maintenir quelques jours de plus sans réelle capacité. La capitulation allemande fut signée en mai de 1945, mettant fin à la guerre en Europe.
À partir de ce moment-là, la question centrale devint de savoir que faire des responsables et comment répondre de ce qui s'était passé au nom de l'État allemand. Les Alliés lancèrent un processus judiciaire international à Nuremberg. Le procès principal se déroula entre novembre de 1945 et octobre de 1946. Parmi les 22 accusés, 3 furent acquittés, 7 condamnés à des peines de prison et 12 furent condamnés à mort. Hermann Göring ne fut pas exécuté. Le tribunal déclara criminels des organisations comme les SS, le service de sécurité, la Gestapo et la direction du parti. Ensuite, des procès furent ouverts contre des médecins, des juristes, des responsables militaires et des responsables économiques. En tout, 185 autres figures de l'élite nazie furent accusées. Parallèlement, la dénazification fut appliquée avec des questionnaires, des commissions et des tribunaux civils. Les Sprüchkammern jugèrent plus de 900 000 personnes. Environ 25 000 furent considérés comme coupables et 1 667 classés comme principal responsables. L'après-guerre fut marquée par la pénurie, la destruction et les déplacements massifs. Des millions de réfugiés et de personnes expulsées arrivèrent d'Europe de l'Est. Des millions d'étrangers libérés attendirent leur rapatriement. La priorité immédiate était de survivre. Dans ce contexte, le débat public sur la responsabilité passa au second plan. Dans de nombreuses maisons, l'explication dominante était que tout cela s'était produit sur ordre. Avec le temps, de nouvelles enquêtes et procès, surtout en Allemagne de l'Ouest, mirent en évidence la participation de réseaux étendus. En Allemagne de l'Est, la mémoire fut intégrée dans un récit officiel antifasciste. Nier ce qui s'était passé apparut comme une réaction idéologique et força à renforcer la recherche historique et la documentation judiciaire. Avec le temps, l'Holocauste fut intégré à l'éducation, aux monuments et à la mémoire publique allemande. Et pourtant, ce qui s'était passé n'était pas le résultat d'un désordre passager ni de décisions isolées. C'était une construction étatique, planifiée depuis des bureaux, soutenue par des lois, coordonnée par des ministères et exécutée par une chaîne administrative qui fonctionna de manière systématique jusqu'à l'effondrement même du régime.